Mesdames, Messieurs, à tous et à chacun, merci d'être là encore une fois ce soir pour suivre cette émission, Questions directes. Ça sera encore une fois pour moi ce grand plaisir, pour la troisième fois d'affilée, que je reçois le pasteur professeur Ghislain Lunkunku. Il nous vient de la Belgique, congolais, fils du pays, mais vivant à l'étranger. Il vient de temps à autre ici, sur invitation de l'ONG TEGRA, sous le leadership de son PCA, l'honorable Daniel Ngoy, pour venir parler avec les leaders et les chefs d'entreprise sur ce qu'est vraiment l'entrepreneuriat. Alors nous allons, n'est-ce pas, échanger avec lui parce qu'il y a une grande activité prévue déjà pour ce samedi 28. Il est l'auteur de ce grand événement. Nous serons, comme je l'ai dit, à l'ONG TEGRA dans la salle Mouipata. Nous allons, n'est-ce pas, peut-être commencer pour qu'il nous mette un peu l'eau à la bouche par rapport à cette organisation en vue. Bienvenue à tous, les questions seront sans complaisance. Je pense que toutes les questions que vous avez fait parvenir à cette émission, pour que je les fasse parvenir également à mon invité de ce soir, eh bien, je vais toutes les poser sans complaisance, comme je venais de le dire. Professeur, bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir de nouveau. On ne se quitte plus depuis la première fois. Tout à fait, tout à fait. Alors, je le disais tantôt, vous êtes ici pour la troisième fois, deuxième fois à Kolwezi. Dites-nous pourquoi le choix seulement de ces deux villes. Les entrepreneurs, les leaders ne sont qu'à Kolwezi et Lubumbashi. Pourquoi pas Likasi, Kambo, V ailleurs? Pourquoi le choix simplement pour seulement ces deux villes? Mais d'abord, je dirais qu'il y a deux ou trois raisons. La première, c'est que nous ne pouvons pas aller partout à la fois. Et pour le moment, c'est ici que nous sommes appelés à faire ce travail. Et la deuxième raison, c'est que je suis un natif de Kolwezi. Ok. Je suis un natif de Kolwezi. Le créateur, dans sa vision, il savait pourquoi je devais naître là. Avant de quitter le monde, il faut que j'ai fait ce pourquoi je suis né dans cette partie du monde. Donc pour moi, c'est une question de justice. C'est bien que je rende à la région qui m'a vu naître ce que je lui dois. Donc apporter la part de contribution à la vie épanouie, à la vie qui réussit, à la vie qui progresse pour ceux de cette région. Et la troisième raison, c'est tout simplement parce que j'ai des contacts ici qui ont eu une bonne réactivité et une réactivité rapide pour que nous fassions ce que nous faisons. Voilà un peu, en bref, les raisons pour lesquelles je m'intéresse à faire ce que je fais ici. Et j'ajouterai une quatrième raison. Oui. Le type de choses que je développe exige un certain temps pour qu'elles se construisent suffisamment dans les cœurs des leaders. Donc, je privilégie toujours une forme de répétition de ma présence pour faire un peu ce que tout cultivateur intelligent fait. Une fois après avoir planté, on ne part pas et puis on croise les bras, on revient, on arrose, on revient pour enlever un peu l'herbe qui n'est pas utile autour de ce qu'on a planté. Question qu'on n'ait pas couru en vain. Très bien. Alors vous êtes ici, je le disais, pour la troisième fois. Alors faites-nous quand même un bilan. Vous ne pouvez pas commencer à me revenir. Première conférence, deuxième, troisième, sans savoir, ça porte les fruits. Vous venez compléter ou encore retourner sur ce que vous avez déjà dit. Faites-nous d'abord quand même un bilan de ces 3 séances pendant 3 ans. Je dirais d'abord que je ne serais pas revenu autant de fois si je venais pour perdre le temps. Et perdre le temps de ce qu'on appelle leader, c'est une grosse responsabilité que je ne vais pas porter. Parce qu'ils ont déjà beaucoup à faire, ils ont besoin de vraies portes pour aller vers le progrès, ils ont besoin de vraies réponses aux questions, de vraies solutions aux problèmes, ils ont besoin de vraies contributions à
à ce qui peut faire développer leurs organisations et leurs entreprises. Et si ça devrait me faire perdre le temps à moi-même, pour sûr, je ne serais pas venu parce que je n'ai plus 45 ans, je n'ai plus 50 ans, je suis avancé en âge. Il y a un âge où on ne fait plus des choses pour les faire. Et puis, enfin, je reviens plusieurs fois parce que l'écho de chaque passage que j'ai ici est toujours positif, motivant, encourageant, parce que les gens qui reçoivent les choses que j'apporte, ils donnent des réponses qui m'encouragent dans ce dans quoi je suis engagé. Et puis, je ne viens pas pour faire de la répétition. Oui. Nous allons vraiment escalier par escalier vers des étages supérieurs. Alors, vous venez, c'est toujours dans ce mariage à Rennes et ONGD Tegra. Exact. Alors, d'autres invitations, s'il y en a, vous pouvez venir ou c'est simplement un mariage collé, soudé et serré avec Tegra? Alors, l'histoire avec ONG Tegra a commencé par une vision très claire. Vous savez que j'ai une fibre de théologien. Cette fibre de théologien m'oblige à une quête continuelle de l'essentiel et du sens. C'est ce qui fait que vous comprenez que lorsque j'aborde les questions de l'entrepreneuriat, des organisations, je ne l'aborde pas dans le sens transactionnel. D'abord, je les aborde dans un sens de la génération du sens, de l'essentiel, mais en même temps couplé à la génération des richesses en termes financiers. Parce que je crois que c'était un gros tort de penser que la génération de la richesse, de l'argent n'appartenait qu'aux seules organisations philanthropiques. C'est une grosse erreur. On peut s'enrichir, beaucoup même, en servant sérieusement l'être humain, en lui produisant de vrais services. Et donc, et puis il y a une longue expérience, une longue route faite là-dedans. Mon attention aux tendances de notre monde, au bouleversement, à quel genre d'humanité nous sommes à cette époque ici sur la planète. Et ça m'oblige à davantage encourager les leaders à produire de l'argent par d'autres canaux. Ça veut dire, au lieu de mettre l'être humain en queue du business, on met l'être humain au début et on développe un bon business et on produit de l'argent. Donc je crois que nous sommes... Alors maintenant, ce qui fait que dans cet élan-là, quand je suis venu à Lubumbashi continuellement pour toujours ces questions de leadership, parce que je viens toujours, notamment avec ALAC, je suis très investi dans ALAC, donc je viens toujours pour ces questions de conférence et j'observe en même temps ce qui s'est fait. Et j'ai vu que ONG Tegra est occupé à quelque chose qui a un aspect très similaire à ce qu'ils sont en train de faire. Alors je me suis dit, c'est bien d'entrer en partenariat avec ça parce que ONG Tegra est implanté ici. Et donc c'est intelligent de pouvoir être porté par des gens qui font l'action sur place. Et les 3 ans passés avec ONG Tegra portent des fruits au-delà de ce que j'ai espéré avoir. Ce qui fait que nous sommes entrés dans une chose qui devient une alliance profonde pour aider les gens par rapport à leur apport et par rapport aussi à aider les gens à partir de ce que j'apporte comme produit. Vous savez que je m'occupe même des enfants à l'école, parce que les enfants sont parmi eux des leaders de demain. Alors j'ai estimé que c'était prudent et intelligent d'investir dans les jeunes âmes, parce que les jeunes âmes ont un côté vierge, le plus souvent. En investissant chez eux, on peut bien les orienter dans leur façon d'affronter leurs responsabilités demain, pour qu'ils soient des leaders, mais des leaders qui ne deviendront pas leaders
pour s'enrichir d'abord, mais qui deviendront leaders pour faire profiter, tout en profitant eux-mêmes. Très bien, Oui. c'est bien compris. Alors, leader, moi, je n'ai pas d'entreprise. Je suis aussi leader. Je n'ai pas d'entreprise, je n'ai pas des gens derrière moi. Je ne suis pas chef d'entreprise. Donc, toutes vos matières que vous êtes en train de pomper aux gens, donc moi, je ne suis pas la bienvenue à ces conférences-là, parce que je n'ai pas d'entreprise, je n'ai pas de travailleurs, il n'y a pas de gens derrière moi. Donc, je ne suis pas la bienvenue à venir écouter ce que vous aurez à débiter comme matière. Alors, de manière générale, le fait qu'un être aimé se réveille le matin, décide qui il va voir, décide qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il ne va pas faire, décide de quoi il va s'habiller, et quelles chaussures, quelle paire de chaussures il va mettre. Ça veut dire qu'il contrôle quelque chose. Or, le leadership, c'est tout justement le fait de diriger quelque chose, le fait d'influencer quelque chose. Sans avoir l'argent. Je dirige, j'influence, mais rien au retour en termes de lucre. Vous savez que vous parlez à un chrétien. Oui. Lorsque le Saint-Esprit est venu dans la chambre haute et que l'Église a été lancée publiquement à Jérusalem, Pierre et Jean, deux des apôtres de Jésus, croisent un boiteux qui leur demande de l'aumône. Vous savez, l'aumône, ce n'est pas beaucoup d'argent. C'est une pièce d'argent. C'est les miettes. C'est ce qui reste, ce dont on n'a pas besoin. C'est ce qu'un boiteux demande à la rue. Et Pierre n'avait rien. Il dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais il dit ce que nous avons. Un leader ne se définit pas d'abord par rapport à l'or et à l'argent. Et il est mal parti. D'ailleurs, c'est ce qui fait que parfois nos sociétés s'ouvrent parce qu'on a beaucoup de leaders pauvres. Parce que ce qui est exigé à un leader, c'est le fait qu'il est plus pauvre. Ok. Ça veut dire, dans sa mentalité, dans sa façon de vivre, il est satisfait. Il a une force à l'intérieur qui fait qu'il n'utilisera plus jamais son rôle de leader pour profiter d'abord, mais pour faire profiter aux humains. Et ça ne se définit pas en termes d'argent, ça ne se pèse pas au prix de l'or et de l'argent. C'est une question de ce qu'on est profondément. Le Christ Jésus, qui est mon modèle de leader par excellence, il n'est pas venu avec des conteneurs d'argent sur la terre, mais il a influencé pour des millénaires et pour l'éternité notre humanité. Donc être leader n'est pas une question de qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, mais plutôt de qui on est. Qui on est. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui est supposé apporter une bonne influence chez les humains pour qu'ils trouvent la bonne direction, qu'ils ne se perdent pas, qu'ils ne soient pas désorientés. Donc Pierre et Jean, ils rencontrent ces boiteux, ils lui disent, ni or ni argent, nous n'avons. Avec toute cette onction-là. Moi, je suis pasteur, c'est que quand j'enseigne sur ces choses-là, je dis, il est dangereux que l'onction, la présence de l'Esprit, ne nous mène que dans les hôtels 5 étoiles. Parce que Jésus, quand il était rempli du Saint-Esprit, il s'est retrouvé au désert. Parce qu'il faut aller rencontrer des problèmes, il faut confronter des choses qui enchaînent les gens. Et Jésus est allé au désert pour rencontrer les Satans qui enchaînaient l'humanité, pour les vaincre là au désert. Et des grandes victoires, nous les avons à ces endroits où souvent nous sommes seuls, nous sommes en solitaire. Donc un leader n'est pas toujours quelqu'un qui a une grande publicité d'abord, venant des êtres humains, mais c'est quelqu'un qui a quelque chose au plus profond de lui. Au fait, en bref, un leader, c'est d'abord ce qu'il est à l'intérieur, parce que le leadership n'est pas ce que nous voyons de l'extérieur. Les réseaux sociaux peuvent nous tromper beaucoup là-dessus. Ok. Le leadership, c'est toujours quelque chose qui procède de l'intérieur vers l'extérieur. C'est bien compris. Alors, le thème que vous allez développer, c'est lequel? Alors cette fois-ci, je parlerai en gros de comment une organisation, une entreprise peut prospérer financièrement et par rapport à d'autres résultats, tout en tenant compte de la qualité de vie des plus démunis, des faibles, des pauvres. Voilà. Ça veut dire, est-ce la pauvreté est quelque chose à éviter pour un leader ou c'est quelque chose à incorporer dans son leadership comme
comme une chance, comme une occasion pour son entreprise. Très bien. Parce que vous savez que les pauvres mangent aussi. Oui. Donc, ils constituent un marché. Mhm. Donc, je fais partie des leaders qui croient que la pauvreté est juste un marché mal desservi ou sous-desservi. Et si on discernait on discernait les structures qu'il faut pour engager aussi cette masse de pauvres dans l'économie, on serait surpris de comment l'entreprise se développerait, mais surtout la communauté. Voilà. Et donc voilà, c'est ce dont il sera question. Comment, quand le thème, c'est quand la rentabilité rime avec le profit, avec des résultats financiers pour une organisation ou pour une entreprise. Alors, dans ma première question, nous sommes ici au pays. Ma première question, c'est chercher à savoir, peut-on allier rentabilité aux conditions de vie de pauvreté? Est-ce que ça va de pair ou c'est un idéal purement utopique? Mais beaucoup de riches aujourd'hui dans le monde sont issus parfois des états très délétères dans leur passé. Il y a des enfants très pauvres qui sont devenus des grands riches plus tard. Donc on peut puiser dans cette pauvreté apparence beaucoup d'opportunités pour l'entrepreneuriat. Ce n'est pas contradictoire. Vous avez des exemples plus concrets? D'autant que le nombre de pauvres est toujours plus grand que le nombre de riches. Vous savez qu'il y a juste 1% des riches au monde entier. Dans le monde, 1%. Et puis, une classe moyenne qui est moyenne. Parce que la majorité d'êtres humains sur la Terre sont dans la catégorie pauvre. Et dans cette catégorie pauvre, il y a des ultra pauvres, des beaucoup plus pauvres qui vivent avec moins d'$1 par jour. Alors la question que vous posez, peut-on, il y a beaucoup d'organisations de par le monde qui arrivent à générer de l'argent, à partir de la pauvreté. C'est de là qu'est né le micro-prêt, la microfinance. Oui. La microfinance, on en parle beaucoup aujourd'hui. Mais les pères de la microfinance, ce sont des gens qui s'étaient intéressés à desservir le marché des pauvres. Alors ils ont trouvé des idées parce qu'ils ont ouvert les yeux. Oui. Que là, il n'y avait pas que la misère, il y avait aussi des opportunités. Et aujourd'hui, le MPSA, tout ça, c'est quoi? On peut aussi avoir affaire avec les pauvres pour générer de l'argent. Parce que les pauvres est un humain qui mange, et puis il n'est pas pauvre parce qu'il est méchant, il n'est pas nécessairement pauvre parce qu'il est paresseux, parce que nous voyons beaucoup de pauvres qui quittent tôt le matin, avec un vélo de 1950, aller chercher 3 sacs de charbon pour vendre en ville, afin de nourrir leur famille, ou même envoyer un enfant ou 2 enfants à l'école, mais en souffrant beaucoup. Et ils souffrent beaucoup parce que peut-être ils n'ont pas accès à des vraies structures qui peuvent leur permettre d'intégrer cette énergie-là dans quelque chose qui leur donnerait d'avancer davantage dans la vie. Et c'est aux leaders, tout justement, de discerner les structures qui peuvent aider cette catégorie de population à être intégrée à l'économie. Très bien. Oui. Mais ici, au pays, nous voyons beaucoup des ONG, des entreprises, ils sont beaucoup plus dans l'assistanat. Comment changer, par exemple, de paradigme pour qu'ils arrivent à comprendre qu'investir par des investissements, permettez-moi de me répéter ainsi, sérieux, dans les gens qui souffrent, eh bien, ils peuvent changer la donne. Oui, tout justement, c'est ça, tout justement notre leitmotiv. C'est ne pas considérer les pauvres comme des êtres humains qui n'ont besoin que d'aumône, de l'assistanat. Parce que quand on traite le pauvre comme quelqu'un qui n'a besoin que de l'assistanat, on ajoute à déjà un problème de manque de dignité dont ils sont privés à beaucoup d'égards. Parce que la pauvreté, si ce n'était qu'un problème de manque d'argent,
elle ne serait pas aussi grave. Mais la pauvreté est souvent assortie de manque de dignité. Il y a une forme de... C'est pourquoi d'ailleurs quand une société veut résoudre les problèmes de la pauvreté, Oui. elle ne doit pas l'approcher uniquement de manière économique. Elle doit l'approcher aussi de manière éthique. Parce que c'est une question, la pauvreté n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de morale. Une société qui ne réussit pas à trouver de vraies solutions pour les pauvres n'est pas qu'une société pauvre économiquement, c'est une société qui est immorale. Pourquoi? Parce que ça laisse beaucoup de gens dans la poussière, à terre. Et encore une fois, j'en viens à ma fibre de guide spirituel. Jésus, à un moment donné, il regarde une foule d'êtres humains et il pleure. Il verse des larmes, il est ému. Et puis il fait un constat. Il dit, ils sont comme ça parce qu'ils n'ont pas de leader. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des leaders, qu'il envoie des bergers. En fait, pour Jésus, la question des êtres humains qui errent, qui sont à terre, n'est pas d'abord une question d'argent. C'est une question de direction et c'est aux leaders de fournir la direction aux êtres humains. Et nous devons commencer d'abord à faire ce travail de manière intramuros, ça veut dire au milieu de nous-mêmes, les leaders, pour que nous puissions rediscerner notre approche de la pauvreté, notre approche par rapport à ceux qui sont faibles. Donc la question d'assistanat a été vue, que ce soit ici en Afrique, que ce soit en Occident, d'une façon incorrecte. On a pensé qu'il fallait viser l'argent et de temps en temps donner un peu les miettes de nos gains et de nos bénéfices aux pauvres. Non, là ici, ce que nous faisons à partir des observations, des organisations qui réussissent à fonctionner d'une nouvelle manière, ce qu'on appelle les entreprises altruistes ou les entreprises sociales, oui. Ça veut dire qui font une hybridation du social et du côté commercial, du côté marchand. Ils mixent les deux de manière institutionnelle, ils institutionnalisent les deux catégories et ils produisent de la valeur sociale et de la valeur financière de manière proactive. Okay. Et c'est ça ce à quoi nous croyons, et nous ne croyons pas à ça de manière, je vais dire, irréaliste. C'est à partir d'observations. Je suis dans ce que j'ai fait depuis des années, donc ce qui fait que j'ai beaucoup enseigné moi-même ce modèle très transactionnel pendant des années aux leaders, mais il y a quelque chose qui me choquait. Je sentais que quelque chose manquait. Et je ne voulais pas que ma participation soit du cinéma, okay. Parce que je savais qu'il y avait un besoin important et les tendances, comme je le disais tout à l'heure, comment notre monde va. La pandémie que nous avons eue il n'y a pas longtemps, ça nous a mis en face d'une grande interpellation. Parce qu'il y a des choses, ce n'est pas l'argent qui les résolve. Okay. C'est plutôt l'essence, c'est la bienveillance, c'est l'amour qu'on accorde à l'humain. Est-ce que l'amour doit rester loin des entreprises, des organisations, parce que c'est le profit qui compte? Je ne pense pas du tout. Parce que ce sont les humains qui travaillent dans les entreprises. De toute façon, partout où il y a entreprise, il y a du social, qu'on le veuille ou pas. Parce que ce sont des humains qui travaillent là-bas, et ils nourrissent leur famille. Le fait même qu'ils gagnent quelque chose pour nourrir leur famille, c'est un aspect social de l'entreprise. Alors pourquoi ne pas viser ce social-là, qui est intrinsèque à l'entrepreneuriat, de manière directe et de manière frontale? Très bien. Alors maintenant, comment convaincre ces leaders-là, ces chefs d'entreprise, que la générosité peut aussi être rentable? Comment les convaincre? Je crois qu'il faut d'abord leur montrer que ça marche. Il faut leur montrer que ça marche. Si je n'avais pas fait quelques études sur des organisations qui réussissent sur ce modèle-là, je n'oserais pas prendre cette route-là. Deuxièmement,
Non seulement j'ai observé que ça marchait, à beaucoup d'endroits, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, il y a de plus en plus des entreprises qui travaillent sur ce modèle-là. On développe de plus en plus une théorie sérieuse sur les entreprises sociales. Ça veut dire les entreprises qui ont un volet marchand, un volet, et de l'autre côté, un volet social. Donc ça marche. Et la deuxième chose, c'est la transformation du leader lui-même. Oui. Parce qu'au fait, le grand travail, c'est changer les leaders. Parce qu'il y a une culture de l'entrepreneuriat qui est liée au fait que le leader a été formé d'une certaine manière. Le leader a été formé comme une machine à produire de l'argent, à faire du profit. Mais maintenant, nous sommes en train de montrer aux leaders qu'il est possible de produire de l'argent tout en étant de plus en plus humain. Ouais. Ça veut dire en ayant des cœurs. On parle de plus en plus de ce qu'on appelle l'entreprise des cœurs. C'est l'entreprise qui met l'être humain au centre. Ces entreprises ne sont pas pauvres. Et même beaucoup de grandes multinationales comme Microsoft, Apple, ils réfléchissent beaucoup dans ce sens-là. Parce qu'ils voient que pour assurer la pérennité, la viabilité de leurs entreprises, il faudra vraiment prendre en compte les questions de la bonne distribution des richesses dans notre monde. Et ça va de soi. Donc je pense que c'est une question de... J'encourage même une forme de coaching de la bienveillance. Très bien. Parce qu'on coach souvent les gens sur comment produire. Oui. Mais pourquoi ne pas coacher aussi les leaders sur comment être bon? Comment faire profiter sans avoir peur? Comment perdre 3 fois pour gagner 1000 fois après? Okay. Et ça, il faut avoir un cœur. Donc il y a aussi ce coaching-là que ce mentoring que je suis en train de promouvoir. Très bien. Oui. Alors, prof, je vais vous faire parvenir certaines questions. On me les a envoyées quand j'ai annoncé cette émission. Alors, on va choisir quelques-unes pour aller un peu vite parce qu'il nous reste peu de temps et voir comment vous serez là en train de répondre aussi un peu directement. On nous a demandé, par exemple, les organisations privées peuvent-elles améliorer la vie des pauvres sans attendre l'État? Alors, vous voyez, nous venons de faire la visite du vice-président avant que je vienne ici à cette émission, pour la simple raison que partout au monde, ça marche aussi avec la participation de l'État, parce que c'est l'État qui vote les lois. Hein, ce sont les parlementaires qui votent des lois utiles qui peuvent aider les entrepreneurs. Donc, il va de soi que, en faisant ce que j'ai fait, j'essaie toujours de trouver une porte ouverte de ce côté-là pour que les entreprises ne soient pas laissées à elles seules dans cette mission-là. Parce qu'elles ont besoin d'être encouragées par l'État par rapport à ce que l'État seul peut leur apporter dans cette démarche-là. Très bien. Une autre question, quels sont les obstacles majeurs pour transformer l'aide sociale en moteur économique? Je ne pourrais pas développer tout ça ici parce que ça touche justement le but de notre conférence. Exactement. Mais la plus grande ressource de telles entreprises, c'est le leader lui-même, comme je viens de le dire. Okay. Donc nous investissons beaucoup dans les leaders parce que, comme j'ai donné l'exemple ici de la microfinance. Oui. Le père de la microfinance, c'est des gens comme Younous Mohamed au Bangladesh, et c'était un docteur en économie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train d'enseigner, mais il y a un village très pauvre à côté de lui. Et puis quand il est à la rue, il voit des pauvres par terre. Alors il avait de plus en plus le sentiment qu'il était en train de jouer à un jeu à la faculté. Il était chef du département de l'économie à l'université, mais il a estimé que l'économie qu'il enseignait ne fonctionnait pas. Parce que si ça fonctionnait, ça aiderait ces gens-là. Alors il est descendu au village. Il est descendu au village pour voir, en confrontant la pauvreté, qu'est-ce qu'elle est, c'est quoi la pauvreté. Et c'est dans cette confrontation qu'il en est arrivé à générer une idée qui ne pouvait pas naître autrement qu'en descendant à la base de la pyramide. En descendant à la base de la pyramide, on peut être surpris des opportunités. Donc aujourd'hui, Grameen, cette banque issue de la démarche qu'il a faite, remplit le monde entier
et inspire beaucoup, beaucoup de sociétés. Chez nous, ici en Afrique, on en inspire beaucoup. On parle beaucoup de microfinance, mais c'est venu comme ça. Et cet homme est devenu prix Nobel de la paix à cause de cette démarche qu'il a dû faire. Oui. Vous avez présenté votre image de pasteur également. Il y a une question qui nous dit quel rôle jouent les valeurs éthiques et spirituelles dans la création de richesses qui profitent aux pauvres? Les valeurs, c'est la base même. Et les valeurs, l'éthique constitue la base même de la création des richesses de cette manière-là. Parce que mais les conflits qu'on a mis entre les deux étaient une erreur liée au père de l'économie tel que nous l'avons pratiqué jusqu'à aujourd'hui. J'ai parlé la fois passée des gens comme Milton Friedman qui nous ont enseigné l'économie comme la poursuite de la seule valeur matérielle, du seul profit financier. C'était une erreur, on a été tous un peu modélés de cette manière-là, et malheureusement, ça a touché même le milieu ecclésiastique. C'est l'endroit où on est, si tous les endroits pourrissaient, l'endroit où on n'entrerait jamais pour poursuivre l'argent, c'est l'Église. Mais le capitalisme est tellement influent qu'il peut influencer même le théologien pur, le pur théologien. Et donc, il faut maintenant refaire un autre chemin, et voir les choses différemment. Donc, je crois que les valeurs, l'éthique, sont la base même je dirais même, pour exagérer, que c'est même la condition pour commencer les affaires. Parce que dans le cas contraire, on ferait les affaires uniquement sur le modèle prédateur. Très bien. Et l'avant-dernière question, peut-on mesurer l'impact social et financier en même temps ou faut-il choisir entre humanitaire et business? Non, il faut, surtout dans notre approche, nous ne voulons pas commettre les conflits là-dessus. Il y a deux façons de faire une organisation ou une entreprise sociale. Quand je parle de social, il ne faut pas penser à la philanthropie ou à une ONG nécessairement. Non, les entreprises sociales, ce sont des entreprises qui ont mêlé les deux tendances, qui ont aligné sur leur business à la fois les social et les commercial, les marchands. Donc il faut les suivre. Il faut pas mettre des conflits entre les deux. Et puis on peut mettre le tout au même niveau, et ne pas surtout mettre l'un d'eux derrière l'autre. On peut tout mettre au même niveau. Mais ce que moi je prône le plus, qui m'intéresse le plus, c'est plutôt mettre le social avant le lucre. Pas le social pour perdre financièrement. Parce que je crois que lorsque l'être humain est servi à 100%, et sérieusement, même si on ne gagne pas dans l'immédiat, on les fidélise. L'être humain est prêt à donner sa vie là où on a sauvé sa vie. Oui. Donc nous croyons que si on peut, mais pour ça il faut un grand changement, c'est pourquoi je parle de la métamorphose de l'idée. Il faut une grande métamorphose à l'intérieur, au sein du leader lui-même. Alors ma dernière question, avant de clôturer, professeur, j'aimerais savoir, ici à Lubumbashi par exemple, dans 5 ans nous nous projetons, si chaque leader se mettait à bâtir sur l'espérance, que verrait-on sur le terrain? À poursuivre une explosion de bien-être, de d'épanouissement. On parlerait du Congo, certainement dans le monde. Et ça, c'est vraiment ce qui fait vibrer mon cœur. Parce que si c'était le cobalt, si c'était le cuivre, on ne serait pas dans l'état où on est aujourd'hui. Je crois qu'il faut aller creuser le cobalt qu'on a dans les cœurs, le cuivre qu'on a dans les cœurs, et celui-là, il enrichirait le Congolais qui est dans la poussière. Et ça sera votre parole de conclusion. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir encore une fois. On ne sait pas vider toute la matière. Les gens doivent venir vous suivre. C'est le samedi 28. Exact.
à Tegra, au NGD, vous serez dans la salle Mouipata, où vous allez développer plusieurs matières, de 8h à 16h, dans cette salle. En tout cas, je pense que les portes sont grandement ouvertes, c'est gratuit, à moins que vous dites le contraire. Non, c'est dans l'esprit même de ce que nous faisons que de donner gratuitement. Là, nous venons d'un orphelinat. Oui. D'un orphelinat. C'est insignifiant de passer une fois dans un orphelinat, mais je n'aime pas aller dans une ville sans visiter un centre. La fois passée, nous avions visité des vieillards quelque part ici, des personnes âgées. Et cette fois-ci, nous sommes allés visiter des enfants défavorisés. Et c'est ce qui fait que dans cet esprit-là, ces conférences au moment ce sont des séminaires où ils pouvaient se payer et même et les gens pouvaient les suivre pendant quelques jours et être vraiment révolutionnés dans leur façon d'approcher le business, mais nous les faisons dans un esprit d'être utile à 100%. C'est gratuit. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Vous vous êtes fait accompagner avec madame cette fois-ci. Cette fois-ci, je suis venu avec mon épouse. Elle est ici au pays. Est-ce qu'elle peut nous rejoindre pour la saluer? Chérie, tu peux venir, comme ça on peut ne fût-ce que dire bonjour. Mon épouse est allemande. Elle est née en Allemagne, elle a grandi en Allemagne, ce qui fait que son français, c'est un français qui n'est pas le français de ceux qui ont étudié le français. Elle a étudié par elle-même. Elle n'a pas étudié comme moi toutes les années. Et donc, mais elle parle le français, elle écoute le français, et voilà. Elle s'appelle Shadia. C'est ma consolation, c'est mon encouragement dans la vie. Et aujourd'hui, nous fêtons notre anniversaire. Oh, quelle coïncidence. Nous sommes nés le 24 mars. Et donc, c'est aujourd'hui notre jour d'anniversaire. Et d'ailleurs, votre invitation à cette émission est un cadeau d'anniversaire pour nous, si vous me permettez de considérer ça comme ça. En tout cas, merci beaucoup. On peut lui passer quelques paroles. Elle peut parler. Salut à tout le monde. C'est ma 4e fois ici, en Lubumbashi. Ma 2e fois avec Tegra. Et toujours quand j'arrive, je vois comment même l'organisation Tegra est développée. L'organisation Tegra. Évaluée. Toujours il y a there are the changements. Every time I see the change, les changements sont là toutefois comme j'arrive. Il y a les changements positifs et oui, c'est toujours un plaisir d'être ici à Lubumbashi avec vous. Comment vous trouvez le pays de votre cher mari comparativement à la Belgique? C'est ici où il est né. Oui, mon mari il est né. Oh, j'aime son pays. Oui, mais honnêtement, j'aime l'Afrique. J'ai jamais déjà avant. J'ai allé marier, c'est comme déjà longtemps avant. J'ai toujours lu avec beaucoup d'intérêt le journal, j'ai suivi le livre. J'étais toute ma vie, j'étais attachée à les nouvelles en Afrique. J'ai prié même plus que 20 ans pour ce pays. Et après mon mariage, maintenant, ça donne-moi l'opportunité de vraiment être ici souvent. Oui. Voilà, c'était très spécial. Il fallait que vous voyiez ce grand homme qui est derrière ce grand homme. Eh bien, vous avez vu madame qui accompagne, qui travaille beaucoup dans les coulisses pour que le professeur pasteur Ghislain Lunkoukou soit toujours à la hauteur de la tâche qui lui est assignée pour vous pomper la matière sur le leadership et l'entrepreneuriat. En tout cas, je vous dis sincèrement merci. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Et très prochainement, nos portes seront toujours grandement ouvertes pour vous recevoir. En toute fois, merci beaucoup. Un grand merci d'être toujours là. Merci bien. C'est toujours un grand plaisir de faire ces émissions à chaque fois que je suis dans la ville. Encore une fois, joyeux anniversaire. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. Le leadership, l'entrepreneuriat. Le rendez-vous est pris pour le 28, c'est gratuit si vous voulez bien y être. Nous sommes à l'ONGD Tegra, sur la route Kasenga, si je m'en abuse, et dans la salle Mouipata, vous viendrez poursuivre cette matière. À plus tard. Merci beaucoup.